Chers collègues, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de m'avoir invité. Et on va rester sur la même thématique et en abordant maintenant le volet thérapeutique. Donc on a bien vu... voilà. Donc, ça a été très bien expliqué par le professeur Gaissab. On voit que c'est une maladie qui ne cesse d'évoluer en matière de nouvelles nomenclatures, des nouvelles techniques d'évaluation de la fibrose, mais également des avancées en matière de traitement. Donc, c'est une maladie qui est en pleine évolution. On sait maintenant que le syndrome métabolique est au premier plan. Si on veut un peu expliquer les choses, on va dire que la stéatose hépatique, c'est la manifestation hépatique du syndrome métabolique. Et quand on voit un peu l'épidémiologie, on voit bien que c'est une maladie qui évolue en parallèle avec l'obésité, le diabète de type 2 et l'incidence qui ne cesse d'augmenter. Ce qu'il faut savoir en 2025, c'est comment traiter cette maladie. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut tout d'abord connaître le stade de la maladie. Comme ça a été dit, ce qui est important, c'est connaître à quel stade se trouve la maladie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la stéatose, est-ce qu'il y a de l'inflammation et est-ce qu'il y a de la fibrose. C'est à partir de cela qu'on va proposer une prise en charge, on va dire, adaptée, une prise en charge à la carte pour chaque patient. Dans le cas de figure où on a de la fibrose, donc très peu de fibrose ou un peu d'inflammation au niveau du foie, donc là, la conduite à tenir, c'est-à-dire c'est des patients, c'est une situation qui est dite réversible. On peut revenir vers une situation normale du foie et là, on va proposer une hygiène de vie ou des habitudes saines. C'est-à-dire que ces habitudes vont mener à une perte de poids et cette perte de poids, là aussi, va être adaptée fonction du degré d'obésité. Donc, est-ce que le patient il est en surpoids? Est-ce qu'il est obèse? Donc, obésité minime ou morbide. Et à partir de là, on va demander au patient donc l'intérêt de faire maigrir le patient entre 7 et 10% de son poids initial. Pourquoi? À partir de ces taux-là, c'est là où on va voir les lésions hépatiques s'améliorer ou évoluer et donc disparition, dans certains cas même disparition de la stéatose et on doit même voir aussi la diminution de la fibrose. Le problème qui se pose, c'est là aussi le poids du patient. Nous avons une entité particulière, ce sont les lean MASH ou les lean patients. Ce sont des patients qui ont de la stéatose mais qui ont un poids normal. Là, on est un petit peu embêté parce que ce sont des patients qui ont un syndrome métabolique qui est sévère et qui vont, selon la littérature, développer une fibrose beaucoup plus importante. Dans ce cas de figure, on va leur proposer de faire une perte de poids de 3 à 5% pour espérer une modification histologique. La question qui se pose, quel est ce mode de vie, quelle est cette habitude, donc cette hygiène de vie saine chez nos patients? On n'aime pas le mot régime. On a vu tellement de régimes dans la littérature, que ce soit le régime cétogène ou alors le jeûne intermittent, où en fait, ça va être des régimes qui vont être restrictifs, frustrants pour le patient. Donc, il faut aller vers une hygiène de vie, privilégier une alimentation méditerranéenne. Comme l'a dit le professeur Gaissab, on s'approche beaucoup plus actuellement d'une alimentation type fast-food. On a tendance à s'occidentaliser, du moins sur le mode alimentaire. Et là, c'est des patients qu'il faut aller proposer une alimentation saine. L'alimentation méditerranéenne est faite de légumes, de fruits et d'oligo-éléments et de protéines. Donc c'est une alimentation qui sera équilibrée, qui ne sera pas à l'origine de carences. À côté de cela, on va proposer une activité physique. Idéalement, une activité physique modérée de 150 minutes par semaine et quand elle est intense, préconiser 75 minutes par semaine. L'activité physique est très importante parce que des fois, seulement avec l'activité physique, on peut voir une amélioration sur les lésions histologiques. Donc cette hygiène de vie, cette perte de poids, les études l'ont bien démontré, comme on le voit dans cette étude sud-américaine publiée en 2015, où ils ont pris une cohorte de pratiquement 300 patients qui avaient une NASH confirmée à la biopsie. Il y avait une biopsie initiale
Puis par la suite, il y avait une perte de poids entre 7 et 10% chez les patients et une biopsie à l'issue du protocole. Et là, on voit que les patients qui ont perdu jusqu'à 10% de leur poids initial ont vu une amélioration histologique, donc qui a été confirmée à l'histologie, que ce soit sur le NAS-score, c'est-à-dire l'existence de lésions de stéatohépatite, et de même sur le degré de fibrose. Cette étude a été suivie de plusieurs études, comme on voit ici sur cette méta-analyse qui a regroupé toutes les études, la plupart des études, et qui a confirmé que la perte de poids était bénéfique pour le foie. Mais attention, j'attire votre attention, car le régime, donc les habitudes alimentaires, le changement d'habitude alimentaire, l'activité physique doit être adapté à chaque cas. C'est-à-dire un patient qui est cirrhotique, donc soit cirrhose compensée ou décompensée, il faut faire attention de la sarcopénie. Donc si vous donnez un régime trop strict, vous allez assister à une sarcopénie. C'est pour ça que ce sont des patients qu'il faut avoir 35 kilocalories par kilo par jour et un apport protéique de 1,2 à 1,5 grammes par kilogramme par jour pour éviter toutes ces complications qui peuvent aggraver le pronostic. Dans le deuxième cas de figure, quand on a un peu plus de fibrose et on a de la stéatohépatite, donc là, en plus des règles hygiéno-diététiques, nous allons proposer un traitement pharmacologique. Et là, les recommandations sont claires. Donc, depuis 2024, aux États-Unis, il y a une nouvelle molécule qui a été approuvée par le FDA, qui est le resmetirom. Le resmetirom, c'est un agoniste bêta-sélectif des récepteurs de l'hormone thyroïdienne. Donc c'est un MASH target, c'est-à-dire que c'est un médicament qui va agir directement au niveau du foie. Vous allez comprendre après par rapport aux autres molécules. Et c'est grâce à l'étude Maestro, donc qui est arrivée en phase 3, qui a démontré qu'on est arrivé donc à nos objectifs, qui est l'amélioration histologique et que ça soit en stéatohépatite, mais également sur le degré de fibrose, où on a une diminution de degré de fibrose d'au moins 1 point. Sans oublier que c'est une molécule qui est très bien tolérée. On aura quelques effets secondaires digestifs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, la première des choses, il faut bien sélectionner les patients. Donc, c'est très important de savoir à qui s'adresse ce traitement. Ce traitement ne va pas s'adresser à tous les patients qui ont une MASLD. Bien sûr, ce sont des patients qui ont de la fibrose modérée à sévère et qui ne soient pas au stade de cirrhose. Donc, bien sûr, si le pays il est en approbation par rapport à la prescription de la resmetirom, qui est commercialisée aux États-Unis actuellement et en cours de validation en Europe et en France. Donc une fois le patient bien choisi, il va être mis sous traitement. L'introduction du traitement, donc c'est des comprimés. Les débuts, il va y avoir une surveillance clinique et biologique, surtout par rapport à la tolérance. Si le médicament il est bien toléré, par la suite, il va y avoir une surveillance par rapport à l'efficacité thérapeutique. Et là, on va voir les transaminases, mais également, on va voir le degré de fibrose donc par l'évaluation, par des tests non invasifs. Dans le cas de figure où il n'y a pas aggravation de ces tests, donc on arrête le traitement. S'il y a une stagnation, il faut reconsidérer le traitement. Et dans le cas de figure, on a une amélioration, que ce soit du bilan biologique ou des tests non invasifs d'au moins 30% par rapport aux valeurs initiales. Il faut continuer le traitement parce que notre traitement, il est efficace. Nous arrivons maintenant aux autres molécules. Je vous ai parlé des MASH targets, c'est-à-dire que c'est la molécule qui agissait directement au niveau du foie. Alors, il y a d'autres molécules qui ont été étudiées. Ce sont des molécules qui sont administrées pour d'autres problèmes, notamment le diabète de type 2, surtout chez les patients qui ont un diabète déséquilibré, qui ne répond pas bien aux antidiabétiques usuels, ou alors en cas d'obésité. Et on a remarqué qu'avec ces traitements, lorsqu'on administrait, ils avaient une action sur la stéatose hépatique. Alors, si on commence par les analogues du GLP-1, le GLP-1 que tout le monde connaît maintenant, si je vous dis Ozempic, Wegovy, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Ça a même été médiatisé, même utilisé à tort et à travers. Et on sait une chose, que ce sont des traitements qu'on donne chez le diabétique parce que non seulement il va baisser la glycémie, mais il va aussi entraîner une perte de poids par action centrale ou en ralentissant la vidange gastrique. Et on a constaté qu'avec ces molécules qu'on donne chez le diabétique ou chez l'obèse, entraîner une amélioration des lésions hépatiques, non seulement sur les lésions de stéatohépatite, mais également sur le degré de fibrose.
Aussi, alors il y a aussi les nouvelles molécules, ce sont les associations moléculaires ou les combinaisons. Donc en plus du GLP-1, on va associer d'autres molécules qui vont avoir la même action, c'est-à-dire ce sont des molécules, c'est pour potentialiser l'effet. Et là aussi, donc il y a une étude qui est actuellement en phase 2. Donc cette molécule, donc c'est l'association GLP-1, GIP ou le tirzépatide qui montre des résultats prometteurs sur les lésions hépatiques, que ce soit en stéatohépatite, comme vous le voyez ici, mais également en fibrose. Donc, on a une amélioration du degré de fibrose. Et quand on voit sommairement dans ce tableau, on voit que les molécules qu'on prescrit, que ce soit pour le diabète de type 2 ou pour l'obésité, va entraîner une amélioration hépatique et va entraîner une amélioration des lésions hépatocytaires et même la survenue de complications chez les patients. Donc, ce qui nous donne des résultats vraiment très intéressants et très encourageants pour la prise en charge des patients avec MASLD qui ont de la fibrose avancée et qui nous ont toujours posé problème. Donc après la pharmacologie, nous passons au traitement de l'obésité. Donc tout d'abord l'endoscopie bariatrique. Donc la thématique a été très bien présentée par le professeur Amalou ce matin. C'est juste pour vous dire qu'en matière d'endoscopie bariatrique chez les sujets obèses, malheureusement on n'a pas beaucoup d'études qui se sont intéressées à endoscopie bariatrique et l'effet sur la stéatose. Très peu d'études. Et on attend toujours les résultats pour proposer donc l'endoscopie bariatrique dans le panel thérapeutique de la prise en charge de la MASLD. Par contre, pour la chirurgie bariatrique, il y a eu beaucoup d'études. Et là, on voit que la chirurgie bariatrique peut être proposée, même en cas de cirrhose. Il faut juste qu'elle soit réalisée par un chirurgien qui a l'expérience des pathologies des patients qui ont de la cirrhose et de l'HTP, au risque de leur morbimortalité et le risque de complications post-opératoires. Donc on sait bien que la chirurgie par rapport à la perte de poids, on sait maintenant que c'est une perte de poids qui est durable et soutenue. C'est ça le plus important lorsqu'on vise une perte de poids, c'est la durabilité dans le temps. Par rapport aux patients qui ont une cirrhose, donc la chirurgie bariatrique évite les complications, donc évite la survenue de complications qu'on a l'habitude de voir, mais également, ça a été aussi rapporté dans ces études, qu'on a, chez le patient qui a une chirurgie bariatrique, on a beaucoup moins d'événements liés à l'hépatopathie chronique que par rapport au bras contrôle. Qu'en est-il des lésions histologiques? C'est la chose qui nous intéresse. On sait maintenant que la chirurgie bariatrique, fonction du degré de perte de poids, plus la perte de poids est importante, plus l'amélioration des lésions histologiques est notable, que ce soit en lésions inflammatoires, donc stéatohépatite, mais également le degré de fibrose. Et ce qui est intéressant sur cette étude, il y a eu une évaluation même 5 ans après la chirurgie bariatrique. Je vous parlais de durabilité. Donc on voit que ce sont des patients qui ont perdu du poids et que ça a duré dans le temps jusqu'à 5 ans après. Et vous voyez que même 5 ans après, on a eu une amélioration des lésions histologiques quant à la fibrose, avec une réduction du degré de fibrose chez ces patients-là, donc jusqu'à 45% pour les patients qui étaient quand même F3, F4, qui sont quand même des résultats très encourageants. Donc la question qui se pose, chirurgie bariatrique versus traitement, et là il y a eu des études là-dessus. Quand vous voyez que là c'est une cohorte qui est énorme, et elle a comparé les deux bras, donc bras chirurgie, bras traitement médical, et qu'est-ce qu'on constate? Au fait, les résultats sont similaires en matière de mortalité. Le degré de mortalité il est similaire dans les deux bras. Des complications et de réponses histologiques similaires. La seule différence, j'allais vous dire que dans la chirurgie bariatrique, on a noté qu'il y avait beaucoup moins d'événements cardiovasculaires. C'est-à-dire que ce sont des patients qui vont faire moins de complications cardiovasculaires et moins d'accidents, donc d'AVC. Donc c'est ça la différence qui a été rapportée dans cette étude. Là aussi c'est pareil, donc même pour les traitements combinés, où on voit qu'il y a c'est-à-dire qu'on a des résultats similaires. Par contre, pour les traitements combinés, on n'a pas de résultats concernant donc la survenue d'événements chez les patients cirrhotiques, de complications liées à la cirrhose, tout simplement parce que c'est des médicaments qui n'ont pas encore été validés pour les patients au stade de cirrhose, qu'on les donne uniquement, qui sont à l'essai. Donc il y a d'autres études où il y a des études en cours concernant les patients qui présentent une cirrhose et qui sont sous traitement.
Donc je conclus par cette plaque. Alors je vous ai mis cette plaque pour vous dire que la stéatose, c'est un véritable fléau, ça ne cesse d'augmenter. Ça devient la première cause d'hépatopathie chronique et de cirrhose. À l'heure actuelle, la base thérapeutique va être les règles hygiéno-diététiques, une alimentation saine, une activité sportive, à la lueur et à l'espoir de nouvelles thérapeutiques, notamment les nouvelles molécules que je vous ai présentées. Et sachez qu'il y a d'autres molécules qui sont en cours d'évaluation et qu'on attend avec... on espère un traitement peut-être pour 2026 pour nos patients qui souffrent de MASH avec cirrhose et avec fibrose avancée. Et je vous remercie pour votre attention.